Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Très heureux, très heureux, très honoré également d'être avec vous ce matin, de partager ce direct. Je crois qu'à maintes reprises, je vous ai annoncé justement ce direct comme quoi on devrait essayer de recadrer un certain nombre de choses sur notre page. C'est notre page, c'est vous qui faites cette page. Et donc aujourd'hui, je crois que l'occasion est à point pour que justement nous fassions ce direct tant annoncé. Déjà pour commencer, je tiens à vous rassurer, à vous remercier, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier justement de tous ces messages d'encouragement que vous ne cessiez de m'envoyer en inbox, ceux qui me contactent sur WhatsApp pour me féliciter, pour m'encourager, pour justement nous remercier. C'est important, ça fait chaud au cœur. Ça démontre à suffit que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Ça démontre à suffit également que vous êtes à nos côtés. Et donc, à toutes ces personnes-là, je tiens véritablement à leur dire infiniment merci. Merci. Quand j'ai fini de le dire, j'ai pour habitude de le dire, vous savez, à chaque fois qu'une situation impose ou alors menace l'Afrique, nous avons le droit, le devoir et même l'obligation d'apporter notre avis dessus et au besoin justement d'attirer l'attention des pouvoirs publics pour que le problème puisse être pris au sérieux. Depuis pratiquement, je crois, depuis pratiquement 7 ou 8 mois aujourd'hui, notre page est victime d'attaques, ça il faut le rappeler. Vous avez des personnes qui signalent au maximum cette page, je ne sais pas pourquoi. Et pour les petites investigations que j'ai pu mener ici et là, je crois que j'avais récemment fait une publication sur cette page où je saluais nos amis de la DGSE, entendu par là les services de renseignement français, qui, sous certains noms africains, se permettaient de commenter des publications sur cette page-là. Et bien, aujourd'hui, il est clair que ce sont les mêmes personnes qui ne cessent de signaler cette page-là, comme quoi nous ne sommes pas, ou alors nous ne respectons pas les standards de la communauté Facebook. Je crois que vous qui nous suivez sur cette page êtes témoins du fait que nous ne communiquons pas des fakes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons des publications, nous prenons le soin de justement donner les référents, donner les sources, et majoritairement, vous verrez que ce sont des médias occidentaux. Et donc, si les mêmes aujourd'hui qui disent contrôler la communication à l'échelle internationale refutent les informations qui sont envoyées ci et là par leurs propres organes de presse, ça veut dire qu'il y a problème. Et donc aujourd'hui, je crois que derrière cette sortie, j'aimerais également interpeller toute la jeunesse africaine, la jeunesse panafricaine qui se reconnaît en moi, qui croit à mon combat, qui pense que véritablement nous sommes sur la bonne voie et que ce combat mérite d'être mené. Je vous prierai déjà de partager ce direct, de liker, de commenter, mais surtout de partager, parce que je crois que c'est justement par là que nous allons justement donner du répondant à ceux qui pensent que cette page est un problème, ou alors ceux qui signalent cette page-là. Quand j'ai fini de le dire, vous savez, aujourd'hui, il y a la situation en République centrafricaine qui inquiète beaucoup. C'est important de le rappeler. Récemment encore, les services de la douane centrafricaine nous signalaient l'arrivée de deux Américains de ce côté-là qui sont arrivés sous la couverture de la MINUSCA, entendu par là la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Et donc aujourd'hui, les informations qui nous parviennent de ce côté-là démontrent à suffit que vous avez au sein de ce contingent, c'est-à-dire au sein de la MINUSCA, qui en réalité est une force de maintien de la paix, des agents de renseignement américains qui opèrent clandestinement de nature à non seulement maintenir l'instabilité à l'intérieur de la Centrafrique, deuxièmement, renforcer les positions des rebelles, alimenter les rebelles, que ce soit en armes ou encore en information, et troisièmement, poser un ensemble d'actes contre les populations centrafricaines. D'ailleurs, ces deux agents du renseignement qui ont été interpellés à Bangui
parmi les bagages dont ils avaient sur eux, il a été retrouvé des jouets sexuels, des attributs LGBT, du matériel de renseignement, d'importants moyens qui démontrent à suffit que nous sommes là en face des individus qui sont ou alors qui sont arrivés à un SRA dans un plan qui véritablement ne cadre pas ou alors ne respecte pas non seulement la souveraineté de la République centrafricaine, mais également s'inscrit dans une dynamique de déstabilisation de la République centrafricaine. Et il vous souvient qu'il y a de cela quelques années, je crois en avril 2015, vous avez un média britannique qui s'appelle The Guardian, qui renseignait à suffit, faisant état d'une note interne de l'Organisation des Nations Unies, comme quoi des enfants auraient été auditionnés et ces mêmes enfants-là dénonçaient justement avoir été victimes de sévices sexuels, de viols de la part d'un certain nombre de militaires. Et donc, ajouté à ça, en 2016 également, vous aviez un rapport des Nations Unies qui faisait état de 44 accusations de casque bleu pour viol sur mineur. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'on est sorti même du cadre du viol, mais on veut faire accepter, on veut faire, je dis quoi? C'est-à-dire qu'on veut obliger une population à entrer dans des mœurs qui sont des antivaleurs pour elle. Et donc, c'est justement ça qu'il faut dénoncer, parce que je rappelle encore que l'agent de renseignement américain qui était pris par les services de la douane centrafricaine à la personne de Jan Beckenbach, Jan Andrew Beckenbach, il faut le dire, est un agent de renseignement américain qui a été recruté il y a pratiquement 4 ans de cela par la CIA. Il est spécialiste des drones. D'ailleurs, je crois qu'il a été, il serait suspecté d'une frappe aérienne qui a eu à viser tout récemment une base de FACA dans la ville de Bossangoa. Et je crois que le jour où cette frappe avait eu lieu, on a eu à faire une émission sur Afrique Média où je rappelais clairement qu'une frappe d'une telle précision, elle ne peut se faire sans justement une mission de reconnaissance sur le terrain. Et donc aujourd'hui, les éléments qui nous parviennent démontrent à suffit que c'est cet agent de renseignement américain qui justement servait d'agent opérationnel sur le terrain, donc qui permettait de faire la reconnaissance pour justement faciliter cette frappe qui a visé un camp des FACA au niveau de la ville de Bossangoa. Donc aujourd'hui, c'est un signal d'alerte qui nous interpelle et qui également interpelle l'État centrafricain à un plus haut point de véritablement comprendre le danger de la MINUSCA sur le sol centrafricain. Parce qu'il faut qu'on le dise. Vous savez que son mandat a été renouvelé encore alors que l'État centrafricain disait très clairement qu'ils n'ont véritablement plus besoin de cette force de maintien de la paix sur son territoire. Rappelons que la MINUSCA est en Centrafrique depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 10 ans de présence, il n'y a jamais eu, une plus-value de cette force de maintien de la paix à l'intérieur du territoire centrafricain. N'eût été l'arrivée de la Fédération du Russie et justement de son partenariat avec la République centrafricaine qui a permis que le gouvernement de Bangui arrive aujourd'hui à contrôler pratiquement 97% de son territoire. Rappelons que sous la MINUSCA et bien avant la force Sangaris, le gouvernement de Bangui contrôlait à peine 15% du territoire. Je dis bien 15% du territoire. La preuve, c'est que la République centrafricaine a su tenir jusqu'en date, bien avant l'arrivée du partenaire russe, grâce à la coopération grâce à la solidarité du voisin camerounais, parce qu'il faut le dire, au plus fort de la crise sociopolitique qui a secoué la République centrafricaine, le Cameroun a pris 3 actes forts dont il faut saluer. Le premier déjà, c'est que le Cameroun a accueilli sur son sol les réfugiés centrafricains. Ils sont arrivés par centaines de milliers. Et bien avant que l'aide internationale n'arrive, parce que je crois que l'aide internationale est arrivée au Cameroun 4 à 6 mois après, le Cameroun s'est arrangé à ce qu'au niveau de la région
de l'Est, que le minimum puisse être fait pour accueillir ces populations, ces voisins centrafricains, pour essayer justement de leur donner le minimum pour pouvoir s'installer et bien sûr pour pouvoir exister. Ça, c'est le Cameroun qui l'a fait. Ça, c'était le premier acte fort. Le second acte fort, c'est que le Cameroun a su protéger le corridor Douala-Bangui parce qu'il y avait une réalité. Le but justement des manœuvres qui visaient à l'implosion de la Centrafrique était de faire en sorte que la Centrafrique, ou alors le Centrafrique, puisse être coupé de ses voisins. Ce qui n'a pas été le cas parce que le Cameroun a su protéger le corridor Douala-Bangui. Rappelons que la plupart des camionneurs qui justement permettaient d'alimenter le marché centrafricain provenaient principalement du port de Douala. Et donc, on se rendait compte que la plupart des attaques des rebelles étaient concentrées contre ces camionneurs-là. Et donc, par là, justement, en bloquant l'alimentation de ce corridor, c'était de permettre à ce que le Centrafrique implose de l'intérieur. Et vous voyez, le Cameroun a su prendre des mesures pour protéger ce corridor-là, pour protéger les camionneurs de nature à ne pas permettre à ce que ce pays implose de l'intérieur. Donc, on a maintenu l'alimentation en produits de première nécessité pour permettre à ce que le peuple centrafricain puisse continuer à s'alimenter, pour que le minimum puisse arriver de ce côté-là. Et le troisième acte fort que le Cameroun a mis sur pied, c'est justement la création d'une force de maintien de la paix, bien avant que la MINUSCA n'arrive, pour essayer justement de ramener une certaine accalmie de ce côté-là. Et donc aujourd'hui, on voit à travers les manœuvres qui sont faites de ce côté-là qu'il y a véritablement tout un plan de mise en mal de l'État centrafricain, ou alors d'empêcher que cet État ne décolle, peut-être du fait de son rapprochement avec l'Est, principalement avec les BRICS, parce que quand vous observez, quand vous analysez même les deux interpellés du côté de la Centrafrique, ces deux agents américains, il faut rappeler qu'il y a un parmi qui également était un officier de l'armée américaine qui a travaillé au niveau du Koweït. D'ailleurs, je crois qu'il était l'un des agents de liaison de la CIA au niveau du Koweït, spécialisé dans la contrebande. D'ailleurs, je crois que la CIA avait fait de lui l'un de ses pions au niveau de tout ce qui était contrebande dans le Moyen-Orient. La preuve, c'est que, puisque c'est un individu qui également maîtrise un peu la langue française, en le détachant en République centrafricaine, aujourd'hui, il a été établi qu'il fait partie justement de la coordination, c'est-à-dire qu'il est utilisé aujourd'hui par la CIA dans le cadre de la coordination de tout ce qui est exportation de matières premières centrafricaines depuis la Centrafrique pour les États-Unis. Il est celui-là parti aujourd'hui, le diamant brut de la Centrafrique est exporté clandestinement, illégalement depuis la Centrafrique en direction des États-Unis. Et donc, quand on a de pareilles informations, on a le devoir et on a même l'obligation de véritablement se prononcer dessus et bien sûr d'interpeller les autorités centrafricaines à beaucoup plus de vigilance, d'interpeller le peuple centrafricain à beaucoup plus de vigilance, parce que nous sommes justement dans un combat, et face à un combat, il faut toujours se dire que autant nous sommes en train de réfléchir, autant l'ennemi de son côté prend les mesures de nature à maintenir son hégémonie sur nos personnes. Quand on a fini de le dire, je tiens également une fois de plus à interpeller la conscience africaine et panafricaine sur le danger que représentent ces forces de maintien de la paix en Afrique. Il faut le dire aujourd'hui, je crois que les exemples sont légion. Nous avons fait maintes émissions ici pour démontrer à quel point les forces de maintien de la paix en Afrique les forces de maintien de la paix sont un problème en Afrique. Comment expliquer, excusez-moi, qu'il faut dire, l'ONU, c'est-à-dire que le parrain de ces forces-là, à savoir l'ONU, qui en elle-même est un échec, parce que depuis sa création en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit très clairement que l'ONU qui était venue pour justement réduire les conflits à l'échelle internationale, ramener la paix, garantir la sécurité, et bien l'ONU est incapable aujourd'hui de faire cela. Vous avez la crise en Libye, avec ce qui s'est passé par la suite. Vous avez une résolution du Conseil de sécurité qui prévoyait une zone d'exclusion aérienne sur Benghazi. Cela s'est terminé avec l'assassinat de Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, les informations ont fuité de la DGSE, entendu par là les services de renseignement français, qui démontrent à suffit que c'est le service action de la DGSE qui était sur le terrain, et ce sont les mêmes qui ont pris Kadhafi, ce sont les mêmes qui l'ont exécuté. Donc,
si on prend le cas de la Libye, vous ajoutez à ça la Yougoslavie, avec tout ce qu'il y a eu comme bombardement de l'OTAN, vous avez le Yémen, vous avez la Syrie, vous avez la Côte d'Ivoire, avec ce qui s'est passé, la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, avec l'intervention de la force Licorne et de tout ce qu'il y a eu comme meurtre envers les populations ivoiriennes. Vous avez par la suite même l'Union européenne qui ne sait plus de mettre tout un pays sous embargo médicamenteux, avec tout ce qu'il y a comme conséquence derrière. Cette même Union européenne, après, en 2012, a été fait prix Nobel de la paix. On est habitué avec ça. Vous avez récemment encore le cas malien. On comprend très bien que l'ONU en elle-même est un échec, c'est-à-dire que quand on voit comment cette ONU entretient l'insécurité à l'échelle internationale, est incapable justement de dire la vérité, encore moins de dire le droit à l'échelle internationale, on est en droit de se poser des questions. Si à ça vous ajoutez la cheville ouvrière de l'ONU, qui est justement les forces de maintien de la paix, on a bien curieux de comprendre comment, malgré la multiplicité de conflits à l'échelle internationale, aujourd'hui encore, le conflit israélo-palestinien, l'ONU est incapable de se mouvoir, mais quand il s'agit de l'Afrique, l'ONU est très fière de déployer les forces de maintien de la paix en Afrique. On a eu AMISOM avec la Somalie, on a eu MONUSCO, on a encore la MONUSCO avec le Congo, où vous avez le plus gros contingent de la force de maintien de la paix. Au départ, ils étaient près de 22 000 casques bleus. Aujourd'hui, on a pratiquement 15 000 pour un résultat quasi nul, néant, échec total. Vous aviez la MINUSCA, vous avez la MINUSMA, et aujourd'hui, le cas de la MINUSMA doit interpeller les Africains en plus haut point. Il faut dire que lorsque, parce que quand vous prenez la MINUSMA, on n'est pas très loin du cas de la MINUSCA, c'est-à-dire que voilà une organisation qui arrive au Mali pour justement ramener la paix et la sécurité, mais qui, dès qu'elle s'installe, se plaît à acter la partition d'un pays à travers les accords d'Alger de 2015. Nous avons longuement parlé dessus, on a rédigé des articles dessus pour démontrer à quel point c'était une forfaiture, et on a dit le pourquoi et tout ce qui se tramait derrière, que ce soit avec la force Barkhane, avec la MINUSMA et même avec la complicité de l'Algérie. Il faut le dire très clairement, parce que l'Algérie dans ce dossier n'a pas joué franc jeu avec le voisin malien. Mais bon, soit passons dessus. En 10 ans de présence au nord du Mali, que dalle, zéro, rien du tout, rien avancé. Au contraire, les rebelles ont pris du poids de la bête, les rebelles se sont réarmés, les rebelles ont gagné des territoires qu'ils n'avaient pas par le passé, et malgré cela, les FAMA, les forces armées maliennes, ne peuvent pas intervenir, parce que la ministre vous dit non, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas patrouiller dans le nord sans notre consentement, ou alors sans que nous vous accompagnions. Déjà qu'il y a une violation de la souveraineté du Mali, et ça passe. Et ça passe. Et donc, en 10 ans de présence au Mali, la MINUSMA n'a rien foutu. Rien, absolument rien. Et une fois que le Mali a su justement signer cet accord de coopération avec la Fédération de Russie, on a vu comment l'armée malienne est montée en puissance au point de récupérer la totalité de son territoire. Rappelons que la dernière offensive que l'armée malienne a lancée pour récupérer son territoire, elle a fait ce que je peux dire, ce qui peut être considéré comme étant la meilleure armée au monde, à savoir les États-Unis, n'ont jamais fait. Le Mali a récupéré un territoire qui est pratiquement l'équivalent du Cameroun, qui est pratiquement 2 à 3 fois le Sénégal, qui est pratiquement l'équivalent de la Côte d'Ivoire, et le Mali a pu récupérer ce territoire en 2 mois d'offensive. 2 mois. C'est-à-dire que là où en 10 ans, vous aviez la force conjointe G5 Sahel, 0. Vous aviez la MINUSMA, 0. Vous aviez la force Barkhane avec tous les moyens qui sont les leurs, y compris au niveau sur le plan aérospatial, la présence des drones, des satellites. Ils n'ont rien pu faire. Le Mali l'a fait en 2 mois. 2 mois. Et donc aujourd'hui, le Mali, à travers justement la dernière sortie du président de la transition malienne, son Excellence Assimi Goïta, qui nous faisait savoir lors de la cérémonie des vœux
au président de la République par les dignitaires traditionnels et certains chefs religieux. Dans sa déclaration, le président Assimi Goïta nous fait savoir que lors de la prise de Kidal, la MINUSMA a remis au groupe rebelle qui opérait à Kidal du matériel blindé, près d'une quinzaine de matériels blindés, des armes lourdes, écoutez bien, du matériel blindé, des armes lourdes, et il insiste en disant que tout cela était filmé par un drone de l'armée malienne qui était dans les cieux de Kidal. Et les vidéos existent. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi, jusqu'en date, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, on refuse au Mali de présenter les preuves comme quoi c'est la France qui parraine, qui entretient et qui finance le terrorisme dans le nord du Mali. Parce que le Mali a les preuves, ils ont les éléments, ils ont des vidéos. Et donc aujourd'hui, quand vous faites le parallélisme ou le corollaire avec ce qui se passe en République centrafricaine ou sous la couverture de la MINUSCA, on fait entrer des agents de renseignement américains pour implémenter la politique étrangère américaine qui tourne autour du soft power, à savoir les opérations clandestines, de nature à déstabiliser la République centrafricaine. On est en droit de se poser la question, à quoi nous servent ces forces de maintien de la paix en Afrique? Les Africains doivent répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que les questions de sécurité, ce sont des questions qui se sous-traitent? Est-ce que vous pensez que nous, on peut assumer sa souveraineté en sous-traitant sa sécurité? Vous avez vu ça où? Et là, je pose la question aux Africains. Vous avez vu où dans le monde où un pays qui dit être souverain sous-traite sa sécurité? C'est pas possible. Et les pays qui s'aventurent dans ce jeu, on voit très bien comment ils finissent. La preuve, l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne a sous-traité sa sécurité aux États-Unis à travers l'OTAN. Observez ce qu'est devenu l'Union européenne. C'est-à-dire que tout ce qui cadre dans le cadre des intérêts, des enjeux stratégiques de l'Europe, eh bien, les États-Unis mettent du feu. Ils foutent de bordel partout. Ils sont allés détruire Nord Stream 1. Ils ont détruit Nord Stream 2, sachant très pertinemment l'importance stratégique de ce gazoduc pour l'Union européenne, principalement pour l'Allemagne. Vous voyez très bien aujourd'hui que qu'est-ce qui bénéficie? Ce sont les multinationales américaines à travers le GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les gaz de schiste, c'est qu'aujourd'hui, ils vendent le gaz de schiste 4 à 6 fois plus cher à l'Europe, alors que la Russie leur donne un gaz de bonne qualité et très bon marché. Voilà la conséquence lorsqu'on sous-traite sa sécurité. Alors, comment les Africains, forts de cette expérience, forts de l'histoire qui nous renseigne à suffire, de ce que ces gens nous ont fait, aujourd'hui, on est encore à sous-traiter notre sécurité et on veut se dire être souverain. C'est pas possible. Et ça, le Mali l'a compris. La preuve, c'est qu'à partir du moment où le Mali s'est mis à assumer sa souveraineté, vous avez vu le résultat. En 2 mois seulement, ils ont récupéré un territoire qui est l'équivalent du Cameroun, et peut-être beaucoup plus, qui est pratiquement 2 à 3 fois le Sénégal. En 2 mois, ils ont pu le faire. Parce qu'ils ont su assumer leur souveraineté, qui passe également par des principes de base. Des principes de base. La non-ingérence dans les affaires internes d'un État, la liberté de choisir ses partenaires. Ils l'ont fait et on voit le résultat aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les Africains ont accepté que pour un petit problème de sécurité, que nous savons très bien, qui est très bien construit, parce que j'aime souvent le dire, et je crois que les éléments le prouvent aujourd'hui, que le terrorisme en Afrique, qui est, il faut le rappeler, la principale menace des États africains, est une construction internationale. C'est une construction de l'oligarchie internationale, de ces gens-là qui croient détenir le droit de vie ou de mort sur l'ensemble de la planète, prioritairement sur nous les Africains. C'est une construction. Allez lire le livre de William Blum qui s'appelle État voyou. Il vous démontre comment le terrorisme est une construction des États-Unis et de ces États vassaux, simplement dans l'intention d'entretenir les situations de crise qui permettent à l'industrie militaire, c'est-à-dire au complexe militaro-industriel, de vivre, d'exister, mais également, j'aime souvent le dire, la guerre aujourd'hui est un business à l'échelle internationale. J'ai rédigé au moins 5 articles dessus que j'ai publiés sur cette même page, où je vous développais clairement le côté économique de la guerre. C'est un business. C'est un business. C'est-à-dire que déjà, à travers les situations d'insécurité qui créent chez nous, ils se font de l'argent. Mais malheureusement, ce qui crée ces situations d'insécurité, ils reviennent jouer les pyromanes pompiers. Et donc, nous également, on leur donne les moyens d'entretenir ce cycle
à l'intérieur de nos États. Parce que quand ils reviennent faire semblant d'arranger le feu qu'ils ont créé, on leur donne des contrats magnifiques, c'est-à-dire que stratosphériques, des contrats avec des montants énormissimes. Et par là, on fait sortir les devises de nos pays, on enrichit leur industrie, on donne de l'emploi à leur population. Et nous, on reste dans ce cycle infernal de la violence. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître cela et rester dans ça? Depuis quand un pays à l'échelle internationale sous-traite sa sécurité? Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Et pourtant, en 2002, l'Union africaine adopte ce qu'ils ont appelé le protocole de Durban, baptisé projet APSA, qui définit une architecture paix et sécurité en Afrique, avec pour principe aux problèmes africains les solutions africaines et pour bras armés une force africaine en attente. Où en sommes-nous? Mais avant même qu'on y arrive, comment exercer? Parce que là, nous sommes dans le cadre, dans une stratégie globale. Parce que c'est clair que la menace terroriste en Afrique, c'est une menace globale. Et donc, à une menace globale, riposte globale. Donc, nous sommes là dans le cadre d'une stratégie globale. Mais sur le plan étatique, c'est-à-dire que comment est-ce que les États font pour justement pallier à ce problème de menace? Comment est-ce que c'est la question qu'il faut se poser. Et j'aime souvent le dire, on a un cas d'école qui s'appelle le Mali. On a un cas d'école qui s'appelle le Mali. Et ça, c'est mon combat, moi, depuis pratiquement 7 ans. La restructuration des forces armées africaines. Il faut restructurer les forces armées africaines. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un chef d'État africain s'est inscrit dans cette dynamique-là, immédiatement, il a été combattu. Vous avez le président, l'ancien président malien que j'aime pas trop, le président Ibrahim Boubacar Keïta, mais qui a quand même eu le mérite de comprendre cela. Parce que lorsqu'il prend le pouvoir, en 2015, il fait passer un projet de loi à l'Assemblée nationale qui s'appelle la loi d'orientation de programmation militaire, qui a été votée à l'unanimité par le Parlement malien, qui définissait la restructuration de l'armée malienne sur 5 ans, de 2015 à 2019, avec un budget de pratiquement 2000 milliards de francs CFA. La France a vite fait de dilapider, de bloquer, d'instrumentaliser, de sacrifier, de détruire ce projet-là. Parce qu'il ne faut pas que les armées africaines arrivent justement à ce niveau d'indépendance, à ce niveau d'autonomie, à ce niveau de professionnalisme. Si vous prenez encore tout récemment le cas de la République centrafricaine, vous verrez que dès que le président Faustin Archange a décidé de restructurer les FACA, les forces armées centrafricaines, on a vu tout ce qui s'est passé en République centrafricaine. On a instrumentalisé un ancien chef d'État, général Dama, la personne de Bozizé, pour mettre, pour anéantir, pour tout faire, pour détruire, C'est ça. Mais on n'arrive pas à comprendre. Le Cameroun même également, lorsque le président de la République camerounais, son excellence Opobi, a initié en 2000 la restructuration de l'armée camerounaise avec le concept armée-nation. Vous avez vu tout ce qui s'est passé contre lui, avec tout ce qui s'est vu par la suite. Vous avez le Jeune Afrique économique qui a démontré comment le président camerounais passe son temps à Genève, à l'hôtel Intercontinental. C'est ça. Les Africains doivent prendre conscience de l'urgence de la restructuration de nos armées pour pallier à ces problèmes-là. Parce qu'il faut d'abord que sur le plan individuel, nous soyons forts avant de se mettre ensemble. Et j'aime souvent le dire, il n'y a aucune politique publique de développement, il n'y a aucun plan, il n'y a, je vais dire quoi, il n'y a aucune stratégie de développement que vous pouvez implémenter dans un espace géographique insécure. C'est-à-dire, dans un espace géographique dont vous n'avez pas la maîtrise. C'est impossible. Le préalable à toute chose, c'est la sécurité. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas penser le développement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de penser la restructuration du système éducatif, la restructuration du système de santé. Tant que vous n'avez pas la capacité à vous défendre, à défendre votre espace géographique, vous ne pouvez rien faire. C'est le préalable à toute chose. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les chefs d'État africains doivent s'inscrire dans cette dynamique de restructuration des armées. Et pour cela, il est impératif de comprendre que le Mali aujourd'hui est un cas d'école. Et j'aime souvent le dire, les meilleurs accords qui se lisent ou alors qu'ils s'inscrivent dans la durée, dans le temps, sont celles qui sont tissées autour de la défense, autour de la sécurité. Le cas le plus palpable, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Observez bien ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'on est quitté d'un problème commun qui était un problème sécuritaire. On a lié une alliance de défense. Aujourd'hui, l'alliance qui s'est tissée autour de la défense est en train d'évoluer pour devenir une alliance politique, pour devenir une alliance économique et bientôt une alliance culturelle. C'est ça. Parce que ce qui s'est fait autour
d'une réalité commune ou alors d'un cadre sécuritaire est beaucoup plus fort. Et c'est vers là qu'il faut aller. Mais pour y aller, sur le plan individuel, il y a des choses à faire. Sur le plan interne, les États doivent faire des réformes, doivent se refonder, doivent se restructurer, de nature à répondre à ces défis-là sur le plan collégial, sur le plan collégial autant pour moi. C'est-à-dire que mise ensemble, dans un cadre de solidarité africaine. Et donc, très cher ami, c'est une première. Il était impératif que je fasse cette vidéo pour déjà échanger avec vous, pour encore une fois de plus vous dire 1000 fois merci. Merci pour le soutien, merci pour la reconnaissance, merci pour l'amour que vous me portez. Je suis très honoré, je suis très flatté, j'espère en être digne. C'est notre combat à nous tous. La patrie ou l'amour nous vaincront. Merci.